Bienvenue sur Objectif Trail, le podcast pour aller à la rencontre des gens passionnés par le trail. Salut les trailers! Pour ta récup de la Saint-Élion, j'ai pensé à toi. J'ai trouvé de quoi te ressourcer, voire même de glisser innocemment un petit mot à droite, un petit mot à gauche pour ta liste au Père Noël. Et oui, j'ai profité du salon de la Saint-Élion pour rencontrer quelques auteurs de livres sur notre passion du trail. Tu me pardonneras le bruit de fond, je n'ai pas pu couper le micro du speaker. L'année prochaine, on fera peut-être des discussions sur scène pour que tout le monde en profite en live. On parle de livres, on dérive largement sur qui est l'auteur, sur les ultras, sur les expériences et même quelques conseils intéressants. Je t'emmène aujourd'hui découvrir Grégoire Chevignard, auteur du livre « De mon canapé à la course la plus dure du monde ». Un livre en auto-édition qui raconte comment il a quasi débuté par le Marathon des Sables. On évoque également son deuxième livre, Le Thor des Géants. La discussion est trop courte à mon goût, mais il y avait du monde qui l'attendait devant le stand. On continuera, c'est sûr, pour échanger sur tous ces prochains offs qu'il a envie de réaliser. Bonne écoute. Donc, bonjour Grégoire. Bonjour. Je suis donc avec Grégoire Chevignard sur le salon de la Saint-Élion et nous allons discuter de son livre « De mon canapé à la course à pied la plus dure du monde ». Donc, typiquement orienté pour les débutants en ultra. Grégoire, peux-tu te présenter un petit peu pour tout le monde ? Oui, alors j'aime bien dire je suis quadra parce que comme j'ai 46 ans maintenant, ça me donne l'impression d'avoir que 40, ça me rajeunir de 5 ans. J'ai commencé la course à pied comme grand débutant parce qu'en fait un de mes frères nous a offert un dossard pour un 10 km il y a 4 ans de ça. Et je faisais tellement pas de sport, il a fallu que je m'achète une paire de chaussures pour courir ces 10 km. D'accord. Et puis on était tellement lamentables avec mes frères ce 10 km qu'on a été vexés et donc on s'est dit on va s'inscrire à un marathon qui est 6 mois plus tard pour s'y préparer. Ouais, c'est ambitieux aussi. Hein, voilà, déjà. Mais on a vraiment été très vexés parce qu'il y a 85% des gens qui avaient fini devant nous quand même. Et puis de fil en aiguille, ça a fini par déraper et donc 18 mois après m'être acheté ma paire de chaussures, j'ai eu la chance de courir le Marathon des Sables, qui c'est donc 250 km dans le Sahara en autonomie alimentaire, donc on porte son duvet, sa nourriture, etc. Donc voilà, un débutant... qui allait assez vite quand même dans le parcours. Hein. Bah oui, mais par hasard en fait. J'ai commencé par hasard et j'avais pas du tout l'idée de faire des choses beaucoup plus difficiles que ça après. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour je me suis blessé sur une course et ma femme folle furieuse m'a dit mais tu feras jamais rien de plus con que cette course, qui était un ultra de 100 km. Et donc dès le lendemain, je suis allé sur internet pour voir quelle était la course la plus dure du monde. Je me disais pour le coup, ça sera plus con. Et dans tous les classements qu'on me donnait, le Marathon des Sables apparaissait à chaque fois. Donc je croyais à l'époque que c'était la course la plus dure du monde. C'est comme ça que je me suis lancé. Ah ouais, donc un sacré démarrage, un petit peu d'ego, un petit peu d'envie aussi de se dépasser quand même. Et tu as donc commencé par le Marathon des Sables presque. Et est-ce que tu te rendais compte dans quoi tu t'engageais Non, mais pas du tout. En fait, c'est vraiment venu petit à petit. Le plus dur, ça a été les 3 premiers mois. C'est les 3 premiers mois de course à pied, d'arriver à courir 10 km et de passer au-delà. La première fois que j'ai essayé de courir, je m'étais dit je vais faire 5 km tranquille. Et au bout de 2 km, j'avais un point de côté. Je me suis arrêté, je suis rentré chez moi en marchant. Donc en fait, la leçon de tout ça, le livre, c'est pas pour expliquer que je suis trop fort, parce que c'est pas le cas, j'ai jamais été bon en sport, j'ai pas de passé sportif et aujourd'hui encore je suis dans les milieux de classement, je suis pas en haut de classement. C'est d'expliquer que chacun, en se prenant par la main, sortant de son canapé et courant un tout petit peu le premier jour et un tout petit peu plus le deuxième jour, et assez rapidement on arrive à quelque chose qui nous étonne nous-mêmes. Et alors de l'ultra, comment t'en es venu après à te dire je vais en faire un livre ? T'avais déjà une passion pour les livres de manière générale ou... Alors ma mère est prof de français, donc elle vous dira que c'est grâce à ses gènes. Non, la réalité c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à faire des courses longues où typiquement on court sans dormir la nuit, donc des 24 heures, etc. Les gens me posaient tout le temps les mêmes questions. D'accord. Et plutôt que à chaque fois répéter une question, je veux dire je vais écrire comment ça s'est passé et pour montrer qu'on reste des gens normaux, qu'on consacre moins de temps à la course à pied, même en courant des ultras, que les gens n'en consacrent à la télévision en moyenne, et que ça ne reste qu'un loisir et que tout le monde peut le faire et puis qu'il y a des choses drôles effectivement sur comment on fait pour ne courir sans dormir la nuit,
comment on rassure ses enfants qu'on peur qu'on se fasse bouffer par les loups pendant la Saint-Élion, etc., etc. Et oui, au moment où tu t'es dit j'ai écrit le livre, tu as commencé à écrire des chapitres et après tu as cherché un éditeur ou tu avais déjà des contacts plutôt faciles dans le monde de l'édition Non, alors pas du tout. J'ai écrit le livre et ensuite je suis allé voir sur internet comment trouver un éditeur. Et en fait la belle histoire du livre, c'est qu'au début, donc, sur internet, les sites américains disent qu'il ne faut pas chercher d'éditeur, vous allez perdre 9 mois. D'accord. Et un tiers des livres, des meilleures ventes de livres aux États-Unis sont des livres auto-édités. Okay. Donc vous passez en auto-édition et soit votre livre fonctionne, un éditeur vous contactera, soit il ne fonctionne pas et ça ne sert à rien de vous perdre 9 mois à chercher un éditeur. Et donc la beauté du livre, c'est que il est paru en mars 2017. Oui. Depuis les numéros 1 des ventes sur Amazon dans la section course à pied, quasiment tous les jours, parce que le classement change tous les jours. Félicitations. Et merci. C'est pas moi, ce sont les lecteurs surtout. Et donc, résultat, ce que j'ai lu sur Internet est vrai, puisque Hachette m'a contacté et il ressortira au printemps 2018 dans la collection Marabout sur un format un peu différent, mais le reste du bouquin sera là. Donc, Et l'auto-édition, ça veut dire que c'est toi qui trouves un imprimeur Alors justement, avec Amazon, je ne vais pas faire la pub d'Amazon, mais il se trouve que c'est Amazon. C'est très compliqué, c'est très simple, je veux dire, c'est pas compliqué du tout. On n'a même pas besoin, comme historiquement, de s'imprimer des bouquins, les avoir chez soi, les envoyer par la poste aux gens qui veulent vous les acheter. On envoie juste le fichier du bouquin à Amazon. Quand les gens le commandent sur Amazon, ils cliquent sur le truc. Amazon l'imprime à la demande, un exemplaire, et l'envoie aux gens. Donc moi j'ai rien à faire à part la promotion du bouquin et puis encaisser des très modestes droits d'auteur un mois après que le bouquin a été vendu. Super. Ouais. Et est-ce que tu t'étais mis un objectif de vente de nombre de livres, ou pas forcément Non, parce que j'avais pas spécialement écrit. J'avais écrit parce que ça racontait une aventure avec mes frères. Et puis c'est un peu Bécassine découvre le jogging parce que toutes les erreurs débutants je les ai faites. Et donc c'était de rappeler ce parcours, mais surtout de dire aux gens. Au début c'était juste pour parler de la course à pied, toutes les erreurs que je faisais, de la course à pied. Et puis en fait, plus j'en parlais, plus il y a plein de gens qui disaient c'est exactement moi, j'ai commencé comme ça aussi il y a 2 ans, mais toi tu as continué, moi je me suis arrêté, pourquoi tu es bloqué et donc c'est aussi pour ça que je l'ai écrit, parce que j'ai pas mal de demandes sur des gens qui disent je veux faire pareil mais j'ose pas. Et je me dis ça c'est con, moi la seule chose que je suis nul en sport, mais la seule chose que j'ai fait c'est j'ai osé. Donc oser aussi, donc voilà, c'est comme ça que le bouquin est venu, mais je ne l'ai pas écrit pour le publier, pour le vendre, etc. Oui, d'accord. Alors une fois que j'ai vu qu'il s'en est vendu 500 exemplaires en 15 jours, les 15 premiers jours, après je me suis dit alors... Il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Et je trouve qu'un bouquin en moyenne ça se vend à 300 exemplaires, à 200 exemplaires en France seulement. D'accord. Et puis là je suis assez content parce qu'on est à plus de 5000 en 8 mois, donc voilà. Que ça continue. Ah oui, depuis tu as récidivé parce que tu as écrit un 2e livre. Sur le Tour des géants, qui dans mon esprit est plutôt la course la plus dure du monde justement, comparé au marathon des sables. Et puis qui aussi est symétrique au marathon des sables, parce que c'est de nouveau 18 mois après le marathon des sables. D'accord, oui. Donc, la première progression, c'était de rien du tout au marathon des sables en 18 mois. La deuxième progression, c'est le marathon des sables au Tour des géants en 18 mois. Ouais, ce qui est aussi une belle performance de réussir à s'inscrire, de le finir, ce qui n'est pas la moindre. Oui, parce que le Tour des géants, c'est pas très connu, mais c'est 350 km en montagne avec 25 000 mètres de dénivelé positif en à peu près 6 jours. C'est ça, c'est le Tour de la vallée d'Aoste. Voilà, exactement. Et la grosse difficulté, c'est qu'on dort maximum 2 heures par nuit si on veut être dans les temps. Et il faut gérer la privation de sommeil, les hallucinations. J'ai un de mes collègues coureurs qui voyait des requins dans la montagne. Donc. Et alors d'ici 18 mois, quelle est la prochaine grande étape? Alors c'est bien mon problème. Pour l'instant, t'as pas encore décidé? Pour l'instant, je fais des formats un petit peu différents. Je vais courir tout seul, je fais des off. Donc là, normalement, dans 15 jours, je vais courir de Londres à Paris. Alors je prends le ferry quand même. Je nage pas au milieu, mais je fais ça tout seul avec mon petit sac à dos. Donc j'ai fait le chemin de Stevenson aussi cet été. Donc je tente des choses comme ça. Oui. Ah super. Ah ouais, il faudra que tu racontes ça aussi. Je vais essayer les chemins de traverse. Exactement. Je sais pas si ça s'appelle Roxane, mais en tout cas, ça c'est. Mais c'est une idée. Je note le titre. T'as pas de copyright dessus? Non, pas de copyright. Et en même temps, puisque tu as quand même une activité débordante, c'est que tu animes aussi un blog qui s'appelle Des livres pour courir. Des livres pour courir, voilà, je l'ai donné dans le mauvais sens. Où tu fais déjà aussi plein de récits de. Alors en fait, j'aime beaucoup lire, j'aime la course à pied, donc
donc je lis des bouquins de course à pied. Et donc pour le coup, je fais une petite fiche, une petite chronique hebdomadaire sur le bouquin. Alors cette semaine, je suis en retard, je l'ai pas faite cette semaine. Donc je me dépêche. Merci de me la rappeler. Et puis une fois que j'ai lu le livre, je le garde pas parce que ma femme en a marre que je collectionne les livres. Donc en fait, je l'offre à un des lecteurs. Donc je fais un tirage au sort et je l'offre. Donc alors il est pas tout neuf parce que je l'ai lu. Tu l'as lu, mais ça permet de diffuser. Voilà, de diffuser. C'est sympa. Et donc, s'il y a des auteurs qui ont envie de m'envoyer leur livre pour que je le chronique et que je fasse la pub, c'est avec grand plaisir. Voilà. J'aime bien découvrir, exactement. Et pour le coup, on voit que maintenant, les nombres de livres sur le trail a fortement augmenté. Alors qu'il y a 10 ans, il n'y avait quasiment rien. Et maintenant, il y en a... on le voit ici sur le salon, mais c'est vrai que c'est impressionnant. Ouais. Mais c'est bien le trail. Moi, il y a beaucoup de gens qui hésitent à rentrer dans le trail parce qu'ils viennent de la route, ils ont fait 10 km sur route et pour eux, ils ont à l'image le trail de montagne très dur, ultra long, ravitaillement la nuit, ou le froid, la neige, etc. En fait, il y a des trails courts qui sont juste en forêt et contrairement à ce qu'on pourrait penser, le trail est beaucoup moins épuisant que la course sur route. Parce que la course sur route, il faut maintenir un rythme qui est proche de son rythme maximum le plus longtemps possible, tandis qu'en trail, il y a des montées où on marche, il y a des descentes où on peut courir plus vite, et en plus on ne sollicite pas les mêmes muscles, ça varie. Et donc curieusement, si je dis n'importe quoi, si on sait faire un semi-marathon sur route, il ne faut pas hésiter à se lancer sur un 35 km en trail. On y arrivera parce qu'on varie les rythmes entre la marche, etc. Sur la route, si on se met à marcher, c'est la défaite, quoi. On a abandonné mentalement, on s'en veut, on est nul, etc. Entre elles, si vous ne marchez pas, c'est que vous n'avez rien compris. Ça fait partie de l'allure de course. Et ça, une fois qu'on a compris ça, c'est pour ça qu'on prend beaucoup plus de plaisir entre elles. Aussi, curieusement, on se fait moins mal. Et quand tu as démarré justement les ultras, est-ce qu'il y a un ou deux conseils qui t'ont vraiment marqué, qui t'ont vraiment aidé à aller un peu plus loin en tout cas, et à réussir ? Alors le premier, c'est qu'il ne faut pas hésiter à marcher. Même si on se le sait, même si on l'a lu partout, les premiers... faut le faire. Faut le faire. La règle, c'est si on ne voit pas le haut de la montée qui est devant nous, faut marcher. Sinon, c'est qu'elle est courte, on peut courir si on a envie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y aura toujours un coup de mou. Toujours. Et il faut se dire qu'un coup de mou, ça dure jamais plus d'1h30. Donc au moment où vous avez un coup de mou, vous regardez votre montre et vous savez juste si vous arrêtez de penser qu'il faut continuer à avancer. Dans 1h30, ça repart. Dans maximum 1h30, ça ira beaucoup mieux. Vous ne savez pas pourquoi, ce sont vos jambes qui vont repartir. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, si vous commencez à avoir des pensées négatives, 8 fois sur 10, c'est commencer à avoir une hypoglycémie. Commencez à avoir une pensée négative, vous prenez un bonbon, un fruit confit, enfin ce que vous voulez, et en un quart d'heure, elle aura probablement disparu. Donc voilà, c'est les 3 conseils qui m'ont le plus aidé. Le reste, après, il faut se faire son expérience, ça dépend de la psychologie de chacun, de ses capacités physiques, etc. Mais voilà. Super, merci Grégoire. Merci à toi. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as apprécié l'émission, le meilleur moyen de me le faire savoir est de me laisser un commentaire, soit sur iTunes, soit sur le site www.objectivetrail.com. Merci d'avance. À bientôt pour une nouvelle émission et d'ici là, bon entraînement. Love is in the